Merci à tous les panélistes. Tout le monde est installé. Alors, je n'ai pas besoin de me représenter. Nadia Sourial du département de gestion et évaluation politique de santé. J'ai à ma droite ici Dr. Roxane Borges da Silva, qu'on a déjà présentée, qui est la directrice du département. Elle est aussi économiste de la santé et chercheuse en soins infirmières et en d'autres aspects de la première ligne. On a aussi Emmanuelle Catanèse, infirmière praticienne spécialisée en soins primaires et conseillère cadre pour les IPS au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Madame Catanèse est infirmière depuis 2003. Elle est devenue alors infirmière praticienne spécialisée en soins première ligne en 2017 et est nouvellement conseillère cadre pour les IPS au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Sa passion pour les soins infirmiers et son souci de rendre accessibles les soins et services de santé à toute la population l'a mené à prendre part au déploiement de la première clinique infirmière et IPS à Montréal pour la clientèle orpheline en 2021. Elle poursuit donc sa pratique clinique auprès de la clientèle à la clinique GAMF. Cette clinique a pour mandat de prodiguer des services transitoires tels que des dépistages et des suivis à court terme auprès des usagers sans médecin de famille du CIUS. Bienvenue, merci Madame Catanèse. On a de retour notre patiente partenaire d'honneur Catherine Willémy qui va nous amener une perspective, encore une fois, sur le modèle à concevoir qui prend en compte la perspective et les besoins du patient. Donc, merci Madame Willémy d'être de retour avec nous. Ensuite, on a la docteure professeure Mylène Breton, professeure agrégée au département des sciences de la santé communautaire à la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'université de Sherbrooke, mais au campus Longueuil, qui est juste de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. Mylène, elle est professeure, comme je vous dis, au campus Longueuil, titulaire d'une chaire de recherche du Canada en gouvernance clinique sur les services de première ligne. Elle a reçu une bourse canadienne Harkness CFHI 2019-2020 en politique et pratique de soins de santé. Le programme de recherche de Mylène consiste en des projets de recherche appliqués réalisés en partenariat avec des cliniciens et des gestionnaires afin d'améliorer l'organisation des services de santé. Ces recherches actuelles portent sur les services de première ligne et visent à mieux comprendre les innovations organisationnelles prometteuses pour améliorer l'accessibilité et la continuité des services. Merci Mylène. C'est plus que 3 minutes. Et Dominique Perron, le dernier, non le moindre panéliste pour cette dernière table ronde. Dominique Perron qui a une maîtrise, est-ce que c'est une maîtrise en éducation? Maîtrise en éducation, étudiant actuellement au doctorat à l'UQAM, conseiller en organisation des services de première ligne à la direction de l'accès et de l'organisation des services de première ligne au ministère. Alors, M. Perron est kinésiologue de formation, gradué en sciences de l'activité physique à l'Université Laval en 1998. Il a ensuite obtenu une maîtrise en psychopédagogie de l'Université de Laval en 2000, avec comme sujet la prescription d'exercices auprès de la population avec maladies chroniques. 10 ans d'expérience comme kinésiologue en clinique de physiothérapie et au CIS, dans le temps où on avait des C3S, hein? Mais c'est ça, Rimouski-Néguette, je l'ai bien dit? Négette, à Saint-Laurent, à Rimouski, pardon, et 10 ans comme agent de planification de programmes et de recherche au CIS Bas-Saint-Laurent comme porteur des dossiers maladies chroniques, GMF et douleurs chroniques. Depuis 2021, à la DAO-SPL du MSSS, donc à la Direction d'accès à l'organisation des soins de première ligne, il est conseiller en organisation des services de première ligne et actuellement étudiant au doctorat interdisciplinaire en santé et société de l'UQAM avec comme sujet de mieux comprendre et décrire la collaboration interprofessionnelle dans les GMF. Alors, merci beaucoup, M. Perron. Je pense qu'on voit qu'on a un panel extrêmement diversifié qui va savoir bien répondre à une question très facile qu'on a pour eux, qui vont pouvoir répondre facilement en 3 minutes. Alors, la question, puis on en parle depuis ce matin, donc avec toutes les réflexions qu'on a eues aussi, on peut voir comment est-ce qu'on veut pousser la réflexion encore plus loin. On parle de cette idée d'avoir un modèle idéal. Alors, actuellement, au Québec, alors on parle de
un concept qu'on appelle la vision d'un centre de médecine de famille, qu'on traduit en anglais par la maison médicale, medical home, on voit dans d'autres juridictions comme aux États-Unis. Ça décrit la façon dont les médecins de famille travaillent en équipe aux côtés d'autres professionnels de la santé dans le but de fournir des soins accessibles de qualité à leurs patients. Donc, c'est un modèle qui est vraiment mis de l'avant actuellement, mais qu'on comprend qui est centré autour du médecin. Et actuellement, au Québec, on est bien au courant qu'on est 6,5 millions de 8,5 Québécois qui ont un médecin de famille, et donc on a au moins près d'1 million de patients qui sont encore des patients orphelins qui sont toujours en attente auprès là, des listes d'inscription du GAMP. Alors, avec ce contexte, avec le modèle qu'on a actuellement au Québec, puis en pensant aux défis d'accès, tant pour les patients inscrits que pour les patients orphelins, quelle devrait être maintenant notre réflexion si on veut se lancer dans le futur? Où est-ce qu'on veut aller en termes de modèle de soins primaires, à revoir la façon dont on inscrit ou pas les patients, le modèle interprofessionnel lui-même, est-ce qu'il faut voir plus large que ça? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un modèle qui va faire en sorte que tous les Québécois vont pouvoir avoir un bon accès à des soins de qualité en première ligne? Donc, une question très, très simple pour finir ce 4e panel. Je vais commencer avec Mme Borges da Silva. Merci. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Okay. Merci pour la question. En fait, moi, j'ai envie de répondre à cette question-là avec mon champ disciplinaire, c'est-à-dire le domaine de l'économie. En fait, on souhaite offrir un modèle de soins de qualité, avec des soins de qualité accessibles, continus, etc., efficients, efficaces, pertinents, et je passe tous les synonymes. Et pour ça, on sait qu'on a différents professionnels qui sont capables d'offrir des soins qui sont complémentaires. On sait que certains vont être meilleurs dans certains soins, d'autres dans d'autres soins. Et on sait que c'est très rentable, par exemple, d'utiliser des infirmières, comme le disait la docteure Evelyne Gaillardès. Ouais, c'est ça, qui était assise à ma place, je pense, ou juste à côté. C'est très, elle nous le disait, le suivi des diabétiques, les infirmières sont excellentes, je ne m'en mêle pas, elles sont très bonnes et je les laisse faire. Et dans ce contexte, ça nous coûte moins cher comme système et comme contribuable également. Donc il faut repenser des modèles qui vont sortir en fait de cette... Et là, je vais reprendre les propos du docteur Barrett de ce matin qui disait « L'origine de l'inscription, c'est la facturation. » Sortant de ces origines-là et de ces traditions, l'affiliation est un résultat aussi de l'affiliation est un résultat également de l'inscription. Donc, on pense toujours inscription au médecin, affiliation au médecin. Sortons de ces modèles-là et travaillons plutôt à un niveau organisationnel où on va avoir une équipe multidisciplinaire, compétente, avec différents professionnels qui vont être capables finalement de répondre aux besoins des patients en étant affiliés finalement à un modèle, une organisation de soins plutôt qu'à un médecin. Et ce modèle-là, en fait, d'affiliation à une organisation de première ligne, que ce soit une maison de santé, un GMF, ou appelez ça comme vous voulez, ou un CLSC, puisqu'on a déjà ce type de modèle-là, ou les GMF aussi en tout cas, va permettre en fait d'être beaucoup plus rentable, non seulement en termes de qualité des soins, mais également en termes de coûts. Donc, c'est vraiment la première réponse que je ferai pour la question. Merci beaucoup, Mme Borges da Silva. Alors, on va continuer avec Mme Catanès. Oui, est-ce que ça fonctionne? Oui. Pour rebondir donc, sur la question, effectivement, et puis ça regroupe un peu tout ce qui a été dit depuis ce matin, la première priorité aussi, ce serait pour la clientèle inscrite ou non, ce serait vraiment d'accéder aux soins. Comment le faire? Donc, c'est sûr qu'il y a le gap qui a été créé, il y a les GMF qui donnent cet accès-là, mais on sait très bien qu'en étant inscrit au GMF, des fois, on a de la difficulté à aller prendre rendez-vous avec notre médecin qui nous a inscrits, et d'où vient aussi la possibilité d'avoir accès à toute l'équipe interdisciplinaire. Donc, ça revient un petit peu à voir l'accessibilité pour le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment. Je pense que des fois aussi, on oublie tout ce qui est en communauté au-delà du CLSC, au-delà du GMF, le pharmacien communautaire, par exemple, qui peut nous aider. Tous les programmes qui existent déjà dans les CLSC, comme les programmes de maladies chroniques où le patient pourrait avoir accès également. Donc ça, c'est des accessibilités aux soins qu'on n'a pas forcément tout de suite le réflexe d'aller. Donc ça peut donner aussi une porte d'entrée aux patients orphelins ou non.
Il y a toujours, par contre, si on pense au beau professionnel, bon endroit et au bon moment, on va donc un petit peu le mettre dans tout le réseau de la communauté. Donc, c'est sûr que le défi qui arrive, c'est la fameuse continuité des soins, qui reste quand même un problème. Puis, on sait aussi que c'est pas fluide dans le réseau de la santé, c'est-à-dire que la continuité du soin, elle peut aller jusqu'aux spécialistes. Les spécialistes, des fois, on n'a pas le rapport forcément, donc on n'arrive pas. Donc là, il y a un bris de continuité des soins, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler par rapport à ça. Il y a le dossier du patient qui ne suit pas, parce que si on veut vraiment optimiser le champ de pratique de chaque professionnel de la santé, donc ça implique donc peut-être de ne pas le référer dans son GMF, de le référer en CLSC vers une infirmière clinicienne pour une infection urinaire, par exemple, mais là, on n'a pas accès à son dossier de santé. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, quand c'est un problème aigu qui n'a pas forcément d'impact sur sa maladie chronique actuelle, ça peut être correct, mais il y a d'autres fois, ça va impliquer ce soin-là, cette continuité des soins. Donc, j'avais beaucoup aimé l'idée du modèle d'avoir son dossier patient avec soi. Donc, je ne sais pas, comme un carnet de santé qu'on a avec soi, une clé USB, je ne sais pas, qu'on puisse remettre à jour encore les données, le dernier rendez-vous médical qu'on a eu ou le rendez-vous avec l'infirmière clinicienne qu'on a eu, qu'elle puisse remettre à jour son dossier à ce moment-là. Ça paraît peut-être utopique aussi, là. Il y a beaucoup de défis qui vont avec ça. Et puis surtout aussi, je pense que patient inscrit ou pas inscrit, il faut vraiment être là pour l'équité de l'accessibilité des soins aussi. Parce que je pense que quand on est inscrit dans un GMF, oui, il y a la difficulté d'avoir accès à son médecin ou à l'équipe interdisciplinaire, mais on a un accès beaucoup plus facile et on est privilégié par rapport au système de la santé malgré tout, même s'il y a un délai. Donc on revient aussi à donner la qualité des soins à tout le monde et à tous. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est excellent. Et donc, on revient vraiment à cette idée de comment assurer l'accès tout en gardant la continuité, surtout pour les patients sans médecin de famille. C'est un enjeu vraiment, vraiment central. Madame Ouliemi, qu'est-ce que vous pensez d'un modèle idéal? Qu'est-ce que vous verrez pour les patients au Québec pour leur offrir un modèle idéal? Je pense que la première maison de santé, c'est chez soi. Puis, dans ce sens-là, j'ai envie de vous conter une petite histoire courte. Ça sera promis pas plus que 3 minutes. Il y a un projet pilote qui est en cours pour les patients qui sont en thérapie orale de chimiothérapie. C'est des personnes qui sont un peu plus isolées du système de la santé et qui dégradent souvent parce qu'ils prennent pour acquis que, bon, ben on a le cancer, c'est normal qu'on se sente comme de la chenoute. Fait que il y a des effets, des traitements qui perdurent, puis des gens, à un moment donné, bon, pour toutes sortes de raisons, on doit arrêter le traitement pour les laisser se remettre, tout ça, et les effets que ça a. Juste ce volet-là du projet, ça augmente la survie chez les patients de 9 mois. Ce programme-là de suivi de symptômes... Ah, j'ai même pas dit c'était quoi, niaiseuse. Excusez. Le projet, c'est une plateforme de suivi de symptômes à domicile. Donc, les patients qui sont isolés remplissent 1 fois, 2 fois par semaine les symptômes qu'ils ont. Puis, selon ce que c'est, selon la façon dont ils répondent aux questions, ils ont accès à une banque d'informations qui leur donne les trucs à faire par eux-mêmes à la maison. Puis, si la situation est trop dégradée, ça lève un drapeau jaune ou rouge pour l'équipe clinique. Le patient qui a des effets visibles peut prendre une photo, l'envoyer à l'équipe clinique, peut envoyer un message à l'équipe clinique et on lui revient. Cette plateforme-là a un effet sur la pratique des cliniciens parce que leur temps est mieux utilisé. Puis l'accès au bon moment, à la bonne... Ça, là, c'est on la connaît bien maintenant. Super amélioré. Et dans ce projet-là, ce qu'on a, on a rajouté une coche de plus, ça devait être des techniciens en informatique qui appellent les gens pour leur enseigner la plateforme. On a tenu notre bout, puis on a dit non, il faut que ce soit des patients partenaires, des personnes qui ont déjà eu ce vécu-là. Ce temps-là qui est passé avec les nouveaux patients sur la plateforme, ça demande à peu près 15 minutes.
le temps que les patients partenaires passent, le temps d'enseignement, c'est 15 minutes. Le temps passé avec les patients, c'est une moyenne de 75 minutes. Fait que moi, comme ancienne patiente en oncologie, là, j'aime mieux que mon oncologue il voit plein d'autres patients qui m'écoutent brailler ma vie sur le fait que j'ai le cancer. Il y en a d'autres qui peuvent prendre en charge certaines choses dans le parcours, puis qui peuvent des fois le faire au moins aussi bien que d'autres, puis ça peut avoir un impact. Donc, le jour où un projet comme ça pourra être à grande échelle et que la population saura comment prendre soin d'elle, puis qu'il y ait des flags qui se lèvent dans le système quand c'est nécessaire, bien, il me semble qu'on sera ailleurs puis qu'il y aura une meilleure utilisation de toutes les ressources dans le système de la santé. Merci beaucoup. Puis, oui. Je pense que vous amenez un point important, tu sais, de repenser que ce n'est pas le patient qui doit aller vers les soins, mais que les soins aillent vers le patient, puis que le patient puisse être dans son environnement de choix. Puis ça n'a pas besoin nécessairement d'amener du monde chez lui, c'est de l'outiller, de lui apprendre comment se prendre soin de lui, comment avoir du pouvoir sur sa propre condition. Tout à fait. Merci beaucoup. Madame Breton, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, j'aimerais qu'on parle de 2 attributs. Tout le monde en a parlé un petit peu. L'affiliation à un professionnel de première ligne, puis après avoir accès en temps opportun. L'affiliation à un professionnel de première ligne, on parle beaucoup autour d'un médecin de famille ou d'une IPS, c'est important. Ce qui est important, c'est la relation. Toute la littérature scientifique est éloquente sur les bienfaits d'avoir une affiliation avec un professionnel qui nous connaît. La clé ici, c'est souvent le médecin de famille. Dans les autres provinces, c'est très avancé avec les IP, mais d'avoir cette relation, cette connaissance avec quelqu'un. On a 3 types de citoyens, malheureusement, au Québec. On a les patients inscrits, on a les patients inscrits collectifs. J'aimerais prendre le temps de vous dire que c'est une inscription fantôme avec aucune imputabilité pour les médecins, les cliniques qui inscrivent collectivement. Ça aurait pu être une bonne idée, on l'a fait à moitié. On a inscrit collectivement des patients à une clinique médicale. Il y a des places dans le monde que c'est une affiliation organisationnelle et non une affiliation professionnelle. Ça pourrait être une bonne idée. Mais au Québec, on a créé cette inscription-là sans aucune reddition de compte. Le patient qui est inscrit collectivement à une clinique médicale ne peut pas communiquer directement à cette clinique-là, mais il faut qu'il passe par le GAP. Alors, c'est une demi-mauvaise idée. Là. On a ouvert la porte vers une affiliation organisationnelle qui est bien vers une équipe professionnelle, mais actuellement, c'est une inscription fantôme sans aucune imputabilité. Et ensuite, on a les patients orphelins. On a une liste d'orphelinats qu'on coordonne. Puis on a même une 4e, les patients qui sont orphelins non inscrits sur les guichets d'accès aux premières lignes. Ouais. Alors, c'est vraiment la clé, puis c'est une politique publique qu'on a faite sur l'inscription. Moi, je suis d'avis que l'inscription formelle, c'est une bonne idée. Là, on ouvre bientôt, là, c'est pas encore possible avec une IPS sans avoir un mentorat médecin de famille, mais je pense que dans cette affiliation formelle à inscription, il y a l'Ontario aussi qui inscrit formellement comme nous, puis là, la Colombie-Britannique, les autres provinces essaient de réfléchir parce que d'avoir cette connaissance de notre patientèle, puis avoir cette affiliation, puis là, avec les dossiers médico-électroniques, on peut développer une segmentation de notre clientèle qui est notre population qui est inscrite. On le sait, là, ils ne sont pas tous pareils. Puis comme professionnels, on peut juger quel type de consultation qu'ils ont besoin avec mon équipe, puis avoir un peu une réflexion sur le bon professionnel, avoir cette donnée-là. Alors ça, c'est mon premier point par rapport à l'affiliation professionnelle. Je répète, c'est important, l'accessibilité, mais la continuité, c'est encore mieux. Puis c'est ça qui est démontré. Deuxième élément, c'est l'accès en temps opportun. Vous le savez, avoir un médecin de famille, une affiliation avec une IPS n'est pas suffisant parfois pour avoir un accès en temps opportun. Alors, c'est vraiment toute la réflexion. Il y a beaucoup de travaux pour être capable d'avoir de la capacité de voir son professionnel quand on a besoin de le voir dans une courte laps de temps, puis être capable de le voir pour des rendez-vous de suivi dans 2 semaines. Un élément super intéressant, on parle beaucoup d'interprofessionnel depuis le début. Moi, j'accompagne beaucoup de cliniques médicales dans l'amélioration de l'implantation de l'accès adapté. Un des points, on dit, OK, bien, dans cette situation-là, quand vous appelez, vous devrez avoir une consultation avec une infirmière clinicienne. Parfait. On ouvre l'agenda de l'infirmière clinicienne, aucune capacité, son agenda est rempli de suivi de malades chroniques stables. Alors, il faut revoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui a une valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on donne comme responsabilité accrue pour aller chercher de la capacité, pour permettre vraiment, qu'est-ce qu'on fait de moins, est-ce qu'on peut se permettre de voir moins de consultations avec les patients qui consultent avec les outils pour dégager de la capacité dans nos agendas, puis avec une valeur ajoutée pour les consultations. À ton tour. Wow! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein?
Bien, je répéterai pas tout ce qui a été dit, mais il y a un des principes, là, je pense que le principe d'affiliation est vraiment important. Là, puis c'est le changement de paradigme qu'il va falloir avoir là, au niveau de l'inscription. On sait qu'il y a les changements de rémunération qui s'en viennent, qui sont en cours, qui sont en négociation, mais un changement de rémunération n'améliorera pas l'accès, n'améliorera pas la continuité des soins. Donc, il faut vraiment revoir la façon d'organiser nos services. Et peut-être une des solutions aussi, c'est de revenir avec un service de proximité. On s'est éloigné, donc peut-être une inscription selon une population desservie, plutôt que d'y aller avec une inscription. Donc, vous voyez, je dis encore inscription, mais une affiliation où là, on pourrait, dans le fond, répartir selon le code postal de la personne, où elle demeure. Donc, pour vraiment s'assurer d'avoir des services. Et le gros enjeu, ça va être toute la notion de réseautage. J'entendais tantôt les CLSC. Les CLSC ne sont pas morts, loin de là. Je pense qu'il faut les interpeller puis justement les embarquer dans le game, si vous me permettez. Mais il y a aussi tous les autres organismes qui sont autour de la municipalité. Bon, on a parlé des pharmacies communautaires. C'est probablement un des endroits où l'accès est le plus favorable. Par contre, le pharmacien, est-ce qu'il a accès au GMF? Est-ce qu'il a accès aux médecins? Communication avec les DME, c'est pas facile. On est encore avec les fax. On parlait de musculo-squelettique, les cliniques de physiothérapie, les cliniques d'optométrie. Il y en a plusieurs qu'on pourrait avoir des liens beaucoup plus solides. Je pense que c'est de voir aussi de ramener ça vers les services de proximité et aussi ce qu'on n'a pas fait depuis le début, même avec les CLSC, bon, ça fait déjà 50 ans avec le programme GMF, on offre des professionnels, on offre des services sans trop savoir c'est quoi les besoins réels de la population. Donc, on sait que la segmentation peut nous permettre de voir, y a-t-il des particularités dans ce territoire-là? Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de le regarder, puis d'ajuster, puis de donner les ressources en conséquence. Merci beaucoup. Puis ça me fait penser que c'est pas non plus tous les patients de la population qui ont besoin de l'approche interprofessionnelle, puis c'est encore pas clair pour savoir dans quel cas il faut y aller dans ce sens-là, puis dans quelles circonstances c'est tout à fait approprié que ça soit juste un intervenant. Donc, merci beaucoup de vos réflexions. Donc, on retient déjà qu'il faut repenser l'inscription. On a vu des perspectives pour et contre l'inscription. D'une part, le fait que c'est quelque chose qui était vraiment à l'origine d'une idée de facturation, mais que les données probantes nous disent aussi que ça peut favoriser l'accès à la continuité. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver peut-être à une inscription qui va être qu'on garde les bienfaits de l'inscription, mais qu'on peut l'élargir peut-être sur un contexte plus collectif, que ça ne soit pas fantôme, de repenser l'autonomisation des patients pour qu'ils puissent rester chez eux et avoir une prise en charge de leur propre santé. On a parlé aussi de l'accès en temps opportun, puis de repenser même comment est-ce qu'on peut faire du triage des besoins des patients, puis les orienter directement aux bons professionnels et pas nécessairement toujours y aller par le médecin. Et aussi, l'idée du service de proximité, j'aime beaucoup l'idée de si on faisait comme les écoles primaires, que les GMF, bien, ils prennent tout le territoire de leur code postal, puis c'est ça leur patientèle, puis ça rapprocherait aussi de la responsabilité populationnelle que font les CLSC. Donc, merci beaucoup pour ces bonnes idées. J'aimerais relancer M. Perron, Mme Borges da Silva sur la question du GAP. Donc, le GAP, guichet d'accès à la première ligne, qui a été mis en place en 2022 pour justement diriger les patients orphelins qui sont sans médecin de famille, les diriger vers soit un GMF prévu pour les patients orphelins ou les diriger vers un pharmacien ou autre professionnel. Quelles sont les bonnes leçons qu'on a apprises du GAP? Puis est-ce que c'est des leçons qui pourraient être appliquées ailleurs? Puis je commence avec M. Perron et Mme Borges da Silva, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres dans le panel qui aimeraient réagir, mais commençons. Peut-être le GAP, c'est Dr. Barrette ce matin qui disait justement à la base, c'est le guichet d'accès pertinence. Donc je pense qu'il s'est fait des belles choses avec les GAP au niveau de la pertinence pour orienter justement la clientèle qui est orpheline, qui n'avait pas de médecin. Par contre, ce qu'on a appris, bien là, Mylène en a parlé, on a créé, sans le vouloir, 3 types de services. Donc, les orphelins, les inscrits collectifs, les inscrits, puis là, on a aussi avec les cliniques d'IPS, PL. Donc, je pense que ça, idéalement, il faudrait s'assurer d'abolir ça, puis qu'il y ait une sorte de prise en charge, puis c'est territorial, en tout cas, j'en ai parlé tantôt, mais je pense que c'est la façon de le faire. Ce qu'on a appris aussi au niveau des GAP, c'est ça, c'est la pertinence, mais ça pourrait être facilement recréé aussi au niveau des GMF. Donc, le principe de pertinence est intéressant. La question que tout le monde se pose, est-ce que les GAP vont demeurer dans la forme actuelle? Je ne pense pas. Ils risquent d'évoluer également, mais le GAP va toujours être là. Tu sais, on a Info Santé, on a les GAP. Donc, est-ce que toutes ces structures-là pourraient en faire seulement une, devenir la seule porte d'entrée du réseau? Ça pourrait être intéressant. L'intelligence artificielle qui peut être intégrée à l'intérieur de tout ça.
Donc, je pense que le gap, ça a répondu à un besoin, mais je pense qu'il faut voir puis le faire évoluer avec les prochains travaux qui vont s'en venir là, avec la réforme. Mylène, tu voulais intervenir tout de suite? Après. OK. Mais en fait, moi, les travaux que j'ai faits sur ce type de guichet datent d'il y a quelques années. C'était des travaux qu'on avait fait avec Erin Strumpf au début des... c'est ça, il y a un bout de temps, en tout cas, je ne me rappelle même pas aussi la date. Et on ne regardait pas le GAP, en fait. On regardait l'ancêtre du GAP, qui est le GACO, le guichet d'accès aux clientèles orphelines, où on regardait justement dans quelle mesure, en fonction des incitatifs financiers qui avaient été mis en place, on arrivait à faire réduire les listes d'attente et à vider finalement les guichets régionaux. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les médecins étant surchargés n'avaient aucun intérêt, étant donné les montants forfaitaires associés à la prise en charge de patients vulnérables, donc ALD pour que notre collègue français puisse suivre, affection de longue durée. Donc, les médecins québécois qui étaient surchargés n'avaient aucun intérêt à prendre en charge des patients vulnérables, étant donné la charge de travail qui venait avec et l'incitatif financier. Ils avaient beaucoup plus d'intérêt finalement à prendre en charge des patients en bonne santé. Et donc, les listes de patients en bonne santé se sont beaucoup plus rapidement vidées que les listes de patients qui avaient des maladies chroniques ou besoin de suivi et d'une plus grande prise en charge. Mais depuis, toutes ces choses-là ont été modifiées et là, je crois que la plus grande experte au Québec pour parler de GAP, c'est Mylène. Alors, je vais lui laisser la parole. Et puis peut-être, Mylène, tu pourrais peut-être parler du fait que maintenant, en fait, c'est plus profitable pour les médecins de prendre des patients du GAP que de leurs propres patients. C'est exactement mon point. Je pense qu'on a mis une politique publique sans données probantes. Fait qu'ici, on est quand même dans une institution académique. On a investi 35 millions même pas 200 000 pour l'évaluation des GAP. Fait que ça, c'est dommage. Et l'autre élément, on a créé vraiment des effets pervers. Les GAP, pour faire une consultation pour un patient GAP, c'est 4 fois le fee-code, c'est le LAC, est 4 fois plus payante et attractive pour voir un patient GAP qu'un patient régulier. Puis là, ce qu'on voit comme effet pervers, je vois des GMF-R qui délaissent le R pour faire plus de patients GAP. Pour vous donner un exemple, un GMFR qui avait une entente pour 20 000 consultations pour des patients populationnels vont délaisser le R pour 12 000 patients GAP. Alors, on a 8 000 de consultations en moins pour un coût de système beaucoup plus élevé. Alors, moi, ça me préoccupe. Je parle à des médecins qui disent, bien, moi, j'ai quand même des enjeux de valeur. C'est vraiment plus payant de voir pas mes patients. Puis, il y a des éléments, la communauté médicale, on voulait qu'elle participe. Elle participe. On a une responsabilité collective d'offrir des services aux patients orphelins. On aide à la navigation, mais là, il y a vraiment des enjeux par rapport à ces éléments-là. On a même mis des politiques publiques qu'il faut qu'ils soient vus en 36 heures. Encore là, c'est pas nécessaire de voir tous les patients GAP en 36 heures. On peut très bien voir un patient GAP 2 semaines après. Alors, je pense que c'est de revoir. Ça répond à un besoin, mais là, on a mis beaucoup d'incitatifs qui désorganisent puis des effets pervers très grands sur le système. C'est comme si on aurait surcorrigé le problème en voulant tellement donner plus d'accès aux patients orphelins. On est venu à l'autre extrême. Puis là, c'est un enjeu, puis on n'a pas la solution. Au Québec, quand tu attends 5 ans d'être inscrit un médecin de famille sur les listes d'attente, on a recréé un guichet du guichet, parce que le guichet d'accès première ligne, ça existe partout au Canada, avec une priorisation au Québec, on est les plus avancés. Puis nous, comme on attendait parmi les plus longs, on a dit, bien, le temps d'attendre, on va les aider à naviguer. Fait qu'on investit dans des structures toujours de pérennité, non pérennes ou temporaires de walk-in, être vu un patient GAP à travers du walk-in de non continu, ponctuel. Je veux dire, c'est pas ça l'idéal quand on veut de la médecine familiale de qualité. C'est basé sur de la continuité, collaboration interprofessionnelle. Ce n'est pas des offres de services actuelles pour les patients orphelins. Là, il faut réfléchir comment on peut offrir plus qu'une consultation ponctuelle, toute la notion de prévention, promotion aux patients qui sont orphelins pendant plusieurs années pour offrir des services de première ligne de qualité. Allez-y, M. Perron. Et l'investissement en recherche. Oui. Je peux répondre à Mylène. Cette entente-là, juste pour dire, je ne sais pas si c'est une entente qui est temporaire, qui a été négociée avec la FMOQ, dans le fond, avec le désir de vraiment diminuer les guichets d'accès, les patients qui étaient en attente d'un médecin. Fait que c'est une entente temporaire, on s'entend que c'était dans le but d'un éventuel changement de rémunération, donc pas le nommer la capitation. Bref. Ce qu'on a pu voir, même chose qu'au niveau des GMF. Les GMF ont favorisé la continuité des soins. Christian parlait tantôt que l'accès était 0 au niveau de son GMF. C'est ce que ça a fait. Ce qu'on s'est rendu compte avec les GAP, un des constats aussi, c'est que là, on a viré complètement à gauche. Là, c'est accès, 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 accès. Ce n'est que du walk-in. Fait qu'à un moment donné, quand on parle d'accès, continuité, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Si on est exactement à la même place, je pense que c'est important. Puis on ne peut pas
continuer cette formule-là comme elle est actuellement. C'est clair que ça va prendre un changement, mais pour ça, il faut repenser comment on va organiser les choses. Puis par la suite, on pourra changer la rémunération en conséquence. Peut-être. Oh. Allez-y. En fait, Mylène, tes propos sont très intéressants et à la fois très tristes un peu, je dirais, parce qu'on nous reproche souvent à nous, les chercheurs, quand on parle à des décideurs, en fait, qu'on leur présente la littérature scientifique, on leur dit non, n'allez pas dans ce sens-là pour cette politique-là, puis ils vont dire... Puis ils vont nous dire, mais non, mais là, la littérature que vous nous présentez, c'est de la littérature américaine, européenne, ça ne s'applique pas chez nous, ça va marcher. Puis, dans le cas des gaps ou des clichés d'accès ou des incitatifs financiers associés justement à la prise en charge de patients, on a une belle étude québécoise qu'on avait faite qui montre qu'il y a des effets pervers associés à ces incitatifs financiers-là. Mais je trouve ça très triste de voir que finalement, malgré des études économétriques très valables et contextuelles sur le Québec, le gouvernement a refait des erreurs. Je trouve ça très triste. Merci Mylène de l'avoir mis en avant. Peut-être avec un peu plus d'optimisme, là, les guichets qui se veulent pertinence avec l'aiguillage au bon moment, puis qu'il y a une infirmière, dans le meilleur des cas, qui évalue. Puis 20 des demandes au GAP, c'est des demandes musculo-squelettiques. Puis là, dans le fond, notre problème, c'est que là, on a une capacité médicale. Il est possible, on a de la capacité d'envoyer un rendez-vous médical, les gens participent. On n'a pas de physio, de trajectoire pour, quand on le sait, il est évalué par la personne du GAP, ça devrait être un physiothérapie. On n'a pas de capacité dans le système public, fait qu'on le sait, puis on a fait l'évaluation, puis on va l'envoyer en consultation médicale, à défaut d'avoir notre organisation du GAP plus pourvue. On est capable de le donner des consultations, puis on n'a pas de trajectoire planifiée, OK, pour une IPS, pour une infirmière, suite au GAP qui est déjà évalué et mis en place. Je pense qu'on est tous au courant, au bon professionnel, au bon moment, mais il reste à planifier les trajectoires quand on sait que c'est pour un autre professionnel. Vous voulez intervenir? Moi, je vais juste rajouter que la trajectoire existe à la clinique GAMF, en tout cas par rapport au GAP. Donc, à partir du moment où la personne fait l'aiguillage, donc à l'aide de l'intelligence artificielle, effectivement, c'est un problème musculo-squelettique, elle va être envoyée directement à la physiothérapeute. Et la trajectoire va déjà être établie, mais c'est trop sporadique. C'est pas étendu aussi. J'aimerais maintenant rebondir, encore une fois, avec Mme Catanès sur le futur des cliniques IPS, en fait. On entend des très belles choses qui ressortent. C'est innovateur au Québec, c'est pas nouveau ailleurs, mais au Québec, ça fait pas longtemps qu'on a commencé à implanter ce genre de modèle. On entend des patients qui sont diagnostiqués avec toutes sortes de maladies chroniques, puis qu'on est capable de les orienter. Dans le contexte où il y aura toujours des patients orphelins, est-ce que c'est le modèle à continuer à avoir au Québec pour justement orienter les patients orphelins ou est-ce qu'il y a des adaptations auxquelles il faudrait penser? Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs types de cliniques IPS, puis je pense qu'on se perd un petit peu dans la dénomination au niveau du public. Donc, il y a les cliniques IPS de réorientation. Donc, quand on parle de réorienter les P4, P5 des urgences vers ces cliniques-là, et puis il y a la clinique GAMF ou la clinique des infirmières, où là, on prend en compte les IPS, infirmières cliniciennes, infirmières auxiliaires, physiothérapeutes, etc., l'équipe interdisciplinaire. Donc, les cliniques IPS de réorientation contribuent à désengorger les urgences, mais va répondre à un besoin au réseau de la santé ponctuel et puis à un seul besoin. Les cliniques infirmières vont répondre à un plus large besoin, donc on va essayer de désengorger la liste GAMF, donc les patients orphelins, mais c'est sûr qu'on ne fait pas de prise en charge, donc on n'inscrit pas, et je ne pense pas que ce soit le but à long terme d'inscrire ces patients-là, parce que sinon on réduit le turnover, puis on va devenir tous saturés, donc une clinique IPS va devenir saturée, va prendre, je ne sais pas, 3 000, 5 000 patients, puis va devenir saturée comme les GMF, et puis on n'aura plus d'accessibilité populationnelle, et puis c'est ça le but. Donc, je pense que la vision qu'il faudrait avoir, mais là, c'est tout repenser effectivement le système d'inscription et donc penser plutôt à de l'affiliation. C'est quand le patient en a besoin et a besoin d'un suivi pour un suivi plus long terme, court, moyen, long terme, là, il faut savoir être disponible pour le prendre en charge. Quand c'est ponctuel, il faut que ce soit pris en charge de façon ponctuelle et reste dans le réseau de la santé, dans la communauté. Le pharmacien peut intervenir, les programmes de maladies chroniques peuvent intervenir, l'infirmière clinicienne au CLSC ponctuellement peut intervenir. Parce que ça va être très dur de répondre à toute la patientèle, tous les patients qui sont et orphelins et inscrits à donner des soins et services de santé appropriés. Moi, j'ai une préoccupation. Je suis pour le modèle IPS, puis je pense qu'il va aller plus loin, mais j'ai une préoccupation qu'on recrée des modèles IPS
unidisciplinaire dans des cliniques quand on sait qu'on veut travailler plus en interdisciplinarité. On n'a pas plus d'IPS. Moi, j'ai une préoccupation qu'on localise des IPS ensemble sans avoir cette plus-value d'interdisciplinarité. On n'en a pas plus. Fait que, je comprends que ça répond à un besoin, mais encore là, c'est une vision de prise en charge collective. Puis, je trouve ça dommage de voir des modèles IPS se développer sans être près des autres professionnels. Mais, Peut-être en réseautant avec les CLSC, Mylène, c'est une belle Et les occasion GMF. de pouvoir s'assurer que, justement, je pense que l'emphase va être là, puis les cliniques IPS, c'est quand même une bonne chose, mais il faut s'assurer de ne pas les laisser tout seuls dans leur coin. Ça serait la plus grave erreur qu'on pourrait faire, là. c'est la C'est ça. colocation. Exactement, donc oui. Je tiens juste à souligner qu'on n'est pas toutes seules. Donc, on a un physiothérapeute, on a des liens avec les pharmaciens communautaires, on a une IPS santé mentale aussi, plus que de première ligne. Peut-être pas les appeler cliniques d'IPS. Et ben alors ça ne revient pas à moi. Ça a été nommé ainsi. Mais oui, peut-être, mais effectivement, il y a vraiment un lien avec l'équipe interdisciplinaire et communautaire. J'irai vraiment plus loin. Et puis, je pense que le pharmacien connaît aussi très bien ses patients et je pense qu'il peut ponctuellement aider, comme les suivis de maladies chroniques stables. Je pense que ça vaut la peine de les référer à leur pharmacien et puis de libérer l'infirmière clinicienne qui ne pouvait pas, effectivement, rendre d'autres services. Je trouve ça intéressant ce que vous dites tous, mais la prise en charge puis l'affiliation, elle peut être autrement que par des professionnels. Des patients accompagnateurs comme Ligne Zéro au sein de la communauté. Il y a, le parallèle est peut-être boiteux, là, mais est-ce qu'il n'y a pas des pompiers volontaires dans les municipalités qui sont un peu plus éloignées? Je comprends que c'est dans une situation d'urgence, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des... De toute façon, on le fait anyway. Quand j'ai été diagnostiquée du cancer, j'ai appelé une chum qui avait déjà été diagnostiquée du cancer. Puis c'est elle qui m'a donné plein de trucs sur c'est quoi les services qu'il y a dans la communauté, comment ça marche, qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ces ressources-là au sein de la communauté, d'identifier du monde, de les former, puis que ce soit des ressources au sein de la communauté qui viennent jouer un rôle de prévention, d'éducation, d'empowerment du monde. En tout cas, je suis un peu fatigante avec ça, mais je pense qu'il n'y a pas juste les professionnels pour répondre aux besoins de santé globaux des personnes. Mais en fait, je veux vraiment appuyer votre point. Puis la littérature nous le dit. Quand on a... Et là, je pourrais citer par exemple une étude de Marie-Pascale Paumé auquel je contribue, où on a regardé en fait des patients qui étaient accompagnés et d'autres qui ne l'étaient pas, et avec un groupe témoin, un groupe expérimental, et on le voit très clairement, non seulement sur la guérison des patients, puisque c'était dans le cadre d'une intervention, donc c'était pas en première ligne, mais dans le cadre d'une intervention, donc non seulement sur la guérison qui est beaucoup plus rapide chez des patients accompagnés, mais également aussi sur tous les aspects de coût, c'est-à-dire que les patients accompagnés par un patient accompagnateur vont beaucoup moins solliciter les professionnels, donc c'est un bénéfice pour le système, pour la population, les contribuables, et finalement en termes de santé mentale aussi et de stress. Donc je vous parle d'une étude là, mais la littérature est éloquente là-dessus. Et ils font partie pour moi de l'équipe multi qui devrait être présent dans cette maison de santé, comme disait Nadia, ou appelez ça comme vous voulez, ce modèle de soins important. La Fondation québécoise Cancer du sein a mis sur pied une ligne au bout de laquelle c'est des patientes qui ont déjà vécu le cancer qui répondent. Le niveau d'inquiétude est mesuré au début puis à la fin. Les interventions durent à peu près 60 minutes. Le niveau d'inquiétude chute de 40 %. Fait qu'ils ne guérissent pas, c'est pas des psychologues, c'est pas des médecins, mais ils ont un effet qui peut peut-être éviter la spirale négative qui pogne à un moment donné. Puis ça me tente d'amener le point que, on était innovateurs au Québec dans le sens d'amener ensemble services de santé, services sociaux, mais on oublie souvent le soutien social qui est nécessaire aux patients. Et l'idée des patients partenaires, c'est un modèle fantastique pour venir en aide aux patients, pour justement offrir ce soutien-là puis maximiser le rôle que peut avoir la population dans la santé. C'est quelque chose qui peut venir pallier on est tous centrés sur notre petit nombril puis on ne s'occupe pas de personne. Fait qu'il y a du monde qui ont envie de s'occuper des autres. Fait que utilisons-les. Exact.
il faut juste quand même faire attention à ce qu'on ne pousse pas le bouchon au point que le patient doive se substituer au professionnel de santé. Et ça, des fois, la limite est difficile à tracer. Et c'est important que les professionnels de santé restent là et ne délèguent pas leurs tâches que ce soit un proche aidant ou un patient accompagnateur, comme on pourrait le voir dans certaines situations extrêmes où, en fait, ces situations-là sont déplorables. Absolument. Je suis impliquée un peu dans le projet Parole Onco, puis mais c'est une des étapes qui est très importante, la formation des patientes accompagnatrices. Il faut clarifier les rôles et responsabilités de chacun. On ne voudrait pas revenir à un système en silo où les patients partenaires se retrouvent seuls à faire cette... J'aimerais vous poser une autre question maintenant. On a parlé tout à l'heure de faire revivre les CLSC. On a parlé aussi un peu d'aller plus loin vers une approche intersectorielle, responsabilité populationnelle. Comment est-ce qu'on peut bâtir ça aussi au sein des GMF, les GMF qui sont des entreprises privées, puis qui sont très centrées sur leurs ressources à l'interne? Est-ce que les leçons apprises du GAP, ce qu'on apprend sur la responsabilité populationnelle, est-ce qu'il y a place de revoir le rôle de responsabilité populationnelle, d'approche intersectorielle aussi dans les GMF? Puis je vous donne comme un exemple, on a fait un projet de recherche sur les patients âgés qui sont socialement isolés. Et on a identifié beaucoup de leur patientèle qui avaient des problèmes d'isolement social. Les médecins étaient dépourvus en termes de services. Ils disent, on ne sait même pas quels sont les services autour de nous. On ne sait pas où envoyer ces patients-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les GMF soient équipés pour pouvoir justement avoir une vision plus large des ressources? Qui aimerait commencer? Des patients partenaires! Bien, tu veux? OK, je vais y aller. Bien, tout à fait. Ça prend une révision du programme GMF, c'est clair. On le voit que, oui, il y a eu du bon. Le programme a débuté en 2002. En 2023, il y a eu des ajustements qui sont venus. Bon, les ressources qui ont été ajoutées. On parle de collaboration interprofessionnelle, mais ça va vraiment prendre l'approche populationnelle par territoire. Le GMF et la clinique médicale ne peut plus répondre seul. C'est impossible. Donc, c'est là où les liens... Pharmacie communautaire, vous savez, on a créé un programme de financement pour les groupes de médecine de famille en leur demandant certaines choses, puis avec un montant qui est venu avec. Bien, les pharmacies communautaires, peut-être qu'éventuellement, à un moment donné, il y aura peut-être possibilité de créer des liens avec eux qui soient affiliés avec certains GMF, avec certaines cliniques, pour justement favoriser l'accès à la population. On sait que les pharmaciens peuvent faire beaucoup de choses. La loi 31 est venue leur donner encore plus de pouvoir. Ils entendent de partenariat aussi avec les médecins, avec les pharmaciens. Donc, il y a des possibilités d'aller voir un peu plus loin que la clinique puis que le GMF actuellement. Fait que oui, je pense qu'il va falloir, dans un nouveau programme GMF, penser à tout ça, les organismes communautaires, on le sait, clientèle vulnérable. C'est toujours avec l'optique aussi de ne pas créer plus d'écart entre les vulnérables et les plus riches. Ça, c'est super important. Puis des fois, on a tendance à l'oublier. Donc, certains partenariats qui pourraient être faits avec excellent. Puis je vais me permettre une sous-question avant de laisser d'autres panélistes répondre. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Maintenant, ils n'ont pas assez de ressources pour même penser à faire ça. Fait comment est-ce qu'on pourrait y arriver? Bien, un élément, les GMF, ça a une responsabilité clientèle. Mes patients inscrits, puis j'aimerais nous féliciter au Québec. Les patients sont pondérés selon le critère de vulnérabilité, mais socio-économique. On est la seule province au Canada où on donne un peu plus de poids à des patients qui sont localisés dans des territoires défavorisés. Fait que je pense qu'on peut se féliciter. Là. Il n'y a pas une autre province canadienne qui le fait. Puis une autre félicitation qu'on peut se faire, le modèle GMF, qui est le modèle prédominant. Là, il y a aussi les CLSC, mais c'est le modèle prédominant au Québec. On est la province la plus avancée sur le plan d'avoir un modèle interdisciplinaire. Nous, le travail social fait partie de notre équipe de première ligne, qui n'a pas les autres provinces. L'Ontario, un petit peu, 30% de leurs modèles sont aussi avancés que nous, puis en Colombie-Britannique, ils sont à réfléchir comment ajouter d'autres personnes qu'un médecin dans leur équipe. Fait que je pense qu'il faut vraiment se féliciter d'avoir un modèle aussi avancé, mais c'est une responsabilité clientèle, parce qu'on fait des liens avec les autres organisations. On avait la responsabilité populationnelle, on en parle vraiment beaucoup moins avec les CCIUS, mais les C3S, c'était ça aussi. Les C3S, ça allait vers c'est qui les GMF localisés sur notre territoire. Il y avait la direction de santé publique qui faisait des portraits populationnels pour répondre aux besoins, puis les GMF faisaient partie un peu de l'équation ou d'un acteur important pour répondre à cette responsabilité populationnelle. Dernier point, il y a eu un mouvement, puis il n'est pas très arrivé au Québec, qui est le SCREEN, fait que dépistage des déterminants sociaux. Moi, j'ai fait un stage au Massachusetts pendant une année, puis l'équivalent des cliniques médicales sociales là-bas étaient obligés de faire ce screen des déterminants sociaux avec des outils dans leur clinique médicale.
à Toronto, il y a beaucoup de cliniques, il y a tout ce mouvement-là avec Andrew Pinto qui ont des outils pour aller voir, parce qu'on sait que le déterminant social, c'est un des plus grands drivers, qui a le plus grand effet sur la santé. Mais là, la grande question, OK, une fois que tu as ces informations-là, quelles sont les actions qu'on met en place? Bien là, c'est vraiment savoir c'est quoi les ressources communautaires, comment je peux travailler sur le logement, la sécurité alimentaire, tous les éléments que, vous le savez, c'est les plus grands éléments de santé. C'est ces éléments-là où on a le moins d'actions, mais si on veut créer de la santé, c'est comment on peut réfléchir des GMF, d'aller dans cette réflexion collective et de responsabilité pour améliorer la santé qui est les premiers impacts. Merci beaucoup. Roxane? En fait, je voudrais d'abord juste apporter une précision. Quand on dit que le GMF est une organisation privée, il faut faire attention. C'est quand même une organisation qui est financée publiquement, c'est-à-dire que les médecins sont payés par la RAMQ et les infirmières, travailleurs sociaux et autres professionnels de la santé qui viennent dans les GMF sont aussi rémunérés par un établissement public, un CIS ou un SUS. Donc, ils sont financés publiquement, mais la production, en fait, est à moitié privée et publique, si je peux dire, parce que eux, les médecins, peuvent décider de quand est-ce qu'ils produisent ou pas, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils travaillent ou pas dans l'établissement, plus ou moins, puisqu'il y a quand même certaines règles. Et par contre, les infirmiers, travailleurs sociaux, eux, c'est de la production publique, ils dépendent complètement du CIS ou du SUS. Cette clarification faite, en fait, je me questionne à savoir... Mylène a raison, le GMF a une approche clientèle. C'est une affiliation, en fait, les patients sont affiliés aux médecins, plus ou moins au GMF, mais on voit que ça ne marche pas très bien. Et ils n'ont pas du tout cette responsabilité populationnelle. L'organisation de première ligne, si je peux dire, qui a été jumelée au CIS ou au SUS, et qui a cette responsabilité populationnelle, est le CLSC. Et à l'origine, dans les CLSC, on avait des médecins qui travaillaient en interdisciplinarité avec les autres professionnels de santé. Alors, je me questionne à savoir, veut-on vraiment donc demander au GMF d'avoir cette responsabilité populationnelle et donc la sortir complètement du CLSC? Est-ce que le modèle de financement actuel nous permettra d'arriver à une responsabilité populationnelle du GMF? Et donc, c'est toutes des questions qui restent en suspens. Et je veux quand même souligner, je pensais qu'elle l'aurait dit, mais ce matin, Mylène Breton co-signait dans la presse un excellent papier, justement, qui réfléchit au modèle dont on a besoin. Et je vous invite tous à le lire et qui parle justement de ce modèle-là qu'on voudrait comme une école qui est responsable dans son quartier des élèves de son quartier. On voudrait un modèle de première ligne qui soit responsable dans son quartier de la population du quartier. Mais est-ce que c'est un GMF? Est-ce que c'est un CLSC? Est-ce que c'est quelque chose à mi-chemin entre les deux? Il y a des réflexions qui doivent être faites basées sur la littérature scientifique et non pas sur des coups de tête politiques. Merci beaucoup. Juste pas en lien exactement ce que tu as dit, Roxane, mais ce matin, dans la presse, on a écrit un éditorial, puis c'est basé sur une enquête pan-canadienne, 9000 répondants. 2500 Québécois ont répondu à ce sondage-là cet hiver. Puis le résultat qui m'a le plus frappé, c'est parmi les répondants, il y en a beaucoup qui n'ont pas de médecin de famille, mais ceux qui n'ont pas de médecin de famille, 40 des répondants ont payé de leur poche pour avoir des soins par rapport à 20 qui étaient dans les autres provinces. Pour moi, ça me préoccupe qu'on a des problèmes d'accessibilité, puis là, on met une pression additionnelle, puis les gens, à défaut d'avoir une accessibilité, vont payer pour des services qui sont couverts actuellement par le régime public. Puis moi, c'est quelque chose... Puis on se distingue dans les autres provinces parce que c'est 20 plus élevé que les autres provinces. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est préoccupant pour un enjeu de système de santé publique dans un contexte d'accessibilité difficile. Totalement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres panélistes qui voulaient rebondir? Puis je pense entre autres, Mme Oulemi, on pense à justement tous ces différents modèles-là, responsabilisation. À quel point est-ce que les patients devraient vraiment être responsables de leurs soins? On en a parlé au premier panel. Est-ce que c'est le choix du patient? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être harmonisé? À quel niveau est-ce que ça devrait être adapté selon les différents types de patients? Je pense qu'il devrait y avoir au moins autant d'attention portée aux droits des patients qu'aux devoirs des patients. Il y a quelque chose qui est déséquilibré là-dedans. Puis c'est certain, il y aura toujours des personnes avec des incapacités intellectuelles, des problèmes de santé mentale, des problèmes qui vont qui vont handicaper leur capacité à s'occuper d'eux-mêmes. Mais il y a des proches, puis s'il n'y a pas de proches,
Là encore, des patients accompagnateurs peuvent aider ces personnes-là, mais il faut, comme société, qu'on arrête d'arriver chez le médecin avec notre santé comme les clés au garage, puis qu'on dépose nos clés, puis occupe-toi-en, moi, j'ai d'autres choses à faire. Il faut qu'on s'investisse dans notre santé, puis il faut prendre les moyens pour que la population soit éduquée à ce niveau-là. Ce matin, je parlais avec Christian qui me disait qu'il faudrait enseigner la responsabilité de la santé dans les écoles dès le plus jeune âge. Ben oui. Tout à fait. C'est en lien avec le manque d'investissement justement en prévention puis en promotion de la santé. Madame Catanese, est-ce que vous voulez intervenir ou c'est bon? OK, merci. Donc, à ce moment-ci, on pourrait ouvrir maintenant une belle période de questions. Donc, je vous invite fortement à venir vers les micros. Et pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le Q&R et on va pouvoir poser votre question ici là, pour les panélistes. Alors, Monsieur Pinault. Bonjour, Marc Pinault. Très intéressant l'échange au niveau du modèle que tu proposes, Roxane, au niveau de est-ce que c'est les GMF, les CLSC? Je vous écoutais et je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne retourne pas un peu vers le modèle des C3S? Donc, territorial. Ceci dit, comment on est capable de fédérer davantage les GMF pour les intégrer davantage? Bonne chance. Il ne faudrait pas le dire pour la loi 15. Là. Je pense qu'on a assez de paragraphes dans le projet de loi. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Je dirais à quand un système qui va être pensé pour et avec les patients? Bien, je voudrais prendre une minute juste parce que c'est Marc Pinault qui vient de prendre la parole, puis on est ici au département d'administration de la santé, puis Rénal Pinault, qui était son père, un de mes mentors, est décédé récemment, puis c'est vraiment un des pères de la première ligne. Fait que je voudrais juste prendre un mot pour souligner tout son apport à la santé publique et la première ligne. Puis par rapport à ta question, bien là, c'est une grande question, hein, mais je pense que c'est une imputabilité collective. Tu sais, les C3S, c'était un leadership des C3S en partenariat avec tous les acteurs locaux pour améliorer la santé et le bien-être de manière géographique. Je pense que c'est des ressources publiques, il y a des liens d'employés avec les CIS, mais de voir comment on peut pousser la réflexion plus grand. Avec cette segmentation, ces données-là, là, on est obligé, là, vous vous rappelez, les GMF, un des effets pervers avec toutes ils se sont tous fermés sur leurs patients inscrits, puis là, ça faisait en sorte que si tu étais orphelin longtemps. Là, on a obligé récemment à prendre des patients populationnels pour ouvrir un peu sur l'accessibilité. Je pense que c'est d'avoir ces éléments-là de conversation et de réfléchir à la prise en charge collective, ces trajectoires. Mais les GMF ne sont pas seuls à porter la responsabilité. C'est au contraire une responsabilité populationnelle, puis le leadership est vraiment dans les établissements qui ont les données. Mais en fait, Marc, pour te répondre, je ne sais pas s'il faut revenir au C3S, mais on le sait, si par exemple on regarde la rémunération médicale, on sait qu'un modèle de rémunération unique n'est jamais bon. Il faut avoir un modèle de rémunération mixte pour pouvoir compenser les désincitatifs de chacun des modèles. C'est pareil, et le modèle qui va fonctionner au Québec ne sera pas celui, en termes de rémunération, ne sera pas celui qui va fonctionner en Ontario, en France, en Suède ou en Espagne. Pour le modèle d'organisation de soins, c'est pareil. Selon moi, il faut réfléchir à un modèle d'organisation de la première ligne qui puisse répondre aux besoins de la population dans son contexte et qui va peut-être être différent en fait entre le rural et l'urbain puisque les besoins sont différents. Et en fait, l'idéal, ça serait de pouvoir y réfléchir en tenant compte de la littérature, de pouvoir proposer un modèle qui fonctionnerait pour le Québec avec des scientifiques qui réfléchiraient, des décideurs et des gestionnaires qui brainstormeraient ensemble. Mais après, c'est de l'implanter et d'avoir un changement, de mettre en place ce changement de culture et ce changement de modèle qui serait très complexe. Donc, c'est ça, une réponse complexe à une question complexe. Puis peut-être s'assurer de proposer un nouveau modèle d'abord et avant tout. Tant aussi longtemps qu'on ne saura pas où on veut s'en aller, ça va être difficile après ça de le vendre. Si on ne réécrira pas l'histoire, mais pourquoi les CLSC, ça n'a pas été vendeur à l'époque? Modèle salarial. Bon.
Mais c'est ça, il faut penser à un modèle avec tout ce qui va autour. La rémunération des médecins, des infirmières, des physios, des ergots, tout le modèle au complet. Et ça demande une très profonde réflexion et on agit souvent en urgence malheureusement et on patche avec des politiques qui vont par-dessus et par-dessus et qui ne font qu'envenimer les choses. Alors Roxane, tu es pour la commission qu'a proposée Dr. Howard Bergman? Oui, je te nomme moi aussi présidente de cette commission. Merci. Oui, allez-y. Oui, Bernard Millette de l'Université de Montréal. Bravo pour la discussion ce matin et cet après-midi. Moi, d'abord, un clin d'œil. Vous parlez tous de l'autonomie, etc., mais vous parlez toujours de prise en charge. Prise en charge, ça veut dire que vous prenez le singe puis vous le mettez sur vos épaules. Alors, c'est de l'accompagnement qu'on fait. D'ailleurs, le patient peut toujours dire non. Alors, mais pour revenir en dehors du clin d'œil, les GMF, quand même, c'était un problème politique qu'il y avait. C'est que les médecins de famille, dans les années 90, là, ne voulaient pas être dans les CLSC. Il y en a qui allaient, là, mais je veux dire, la majorité n'allait pas dans les CLSC. Donc, on a eu des discussions à l'université, on a eu des discussions avec Dr. Bergman, puis tout ça, sur comment essayer d'avoir une équipe interdisciplinaire qui serait, bon, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas ça, mais serait gérée par des médecins, parce que c'était une façon politique d'essayer de remettre à nouveau les médecins dans le système, parce qu'ils étaient comme en dehors du système. Là, maintenant, les jeunes médecins, à mon avis, sont beaucoup plus ouverts à l'interdisciplinarité puis au changement de type de rémunération. Une rémunération mixte, en passant, là, effectivement, il y a des dangers à capitation pure. Mais je pense qu'il va falloir réfléchir qu'il y a un élément politique. On peut ne pas aimer ça, là, mais la FMOQ va se battre à mort pour essayer de garder l'autonomie, la liberté, etc. Donc, il va falloir trouver un modèle qui satisfait tous les professionnels, parce que les autres professionnels ont le droit de vivre, puis d'être égal, puis tout ça. Mais il va falloir tenir compte politiquement qu'il va y avoir une obstruction de la part de la FMOQ. En tout cas, une certaine obstruction, peut-être, parce qu'ils ont changé la FMOQ quand même au cours des années. Là. Alors, voilà. Peut-être vous dire que les gens de la FMOQ ne seraient pas... Probablement, ils ne sont pas là, mais ils seraient d'accord. On est très près, je crois. Marie-Pierre est dans la salle. La vision est semblable, là, ministère, FMOQ, tout ça. Où il va y avoir l'enjeu, probablement, c'est OK, comment on organise ça? La gouverne va se faire de quelle façon? Si on parle par territoire, par réseau, comment est-ce qu'on va intégrer? Là, c'est plus là, à ce niveau-là, où là, probablement que là, les discussions vont avoir lieu. C'est toujours le pouvoir, oui, mais je pense que la grosse discussion ne sera pas sur le fond. Je pense qu'on est tous à la même place. Mais comment est-ce qu'on va gouverner ça? Comment on va organiser le plan? Positif, ça a évolué quand même. Ah oui. Au point de vue de la résistance. Mais je pense qu'il va en avoir, il va falloir être... c'est ça. Puis peut-être un élément qui fait partie du Patient Centered Medical Home, qui est un des 10 piliers, qui est vraiment la pratique réflexive. Je pense que c'est un élément que la FMOQ et le ministère travaillent ensemble en collaboration pour soutenir cette pratique réflexive. La plupart des professionnels veulent faire mieux, veulent s'améliorer, puis ils ne savent pas nécessairement comment faire. Puis on n'a pas eu souvent des données pour voici comment s'améliorer. On a utilisé historiquement les données de facturation très imparfaites pour apprécier un peu le travail qui est fait dans les milieux cliniques. Je pense que le dossier médical électronique, c'est un puissant moteur de réflexion, d'accompagnement, puis d'avoir l'utilisation de ces données-là, pas pour faire de la coercion même par rapport aux politiques publiques, mais tout simplement pour accompagner les professionnels pour s'améliorer. Fait que je pense que c'est une source d'information, puis il faut l'utiliser aussi pour soutenir les professionnels. Tout l'accompagnement au changement, on a souvent sous-estimé cette partie-là pour changer les comportements dans les directions souhaitées. Puis on le sait, quand on a des données, même de l'audit feedback, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment accompagner avec soit des agents d'amélioration continue de la qualité, des coachs de qualité, mais soutenir le changement des pratiques professionnelles. Depuis 2017, il y a des agents d'amélioration continue dans les GMFU. Actuellement, il y a une conseillère provinciale aussi qui a été embauchée. D'ailleurs, le ministère a donné à l'unité Soutien SSA Québec le mandat de nous aider, dans le fond, à revoir un peu comment est-ce qu'on peut travailler un peu plus l'amélioration continue de la qualité. Oui, en GMFU, mais pour tous les GMF aussi. Il va y avoir des agents régionaux qui vont être embauchés, qui vont pouvoir donner un coup de main. Donc, je pense que cette vision-là d'amélioration continue est là. Et le message qui est important, c'est que les données puis l'approche réflexive se fait avec les équipes médicales pour les médecins, mais sans avoir un lien là, coercitif ou de pénalité. C'est loin de là le but. C'est vraiment d'améliorer les pratiques médicales, d'améliorer l'organisation de services, l'accès, la continuité des soins, mais on laisse les données aux médecins, aux équipes, puis toujours avec une démarche d'amélioration continue puis une approche réflexive. Puis avec une place pour les patients dans Tout à fait. l'amélioration continue.
Merci. Allez-y. Je suis fatigante, hein, je veux toujours parler. Mais je voulais juste dire, votre panel, il est vraiment le fun. Ça aurait été le fun, ça continue bien plus longtemps. C'est très intéressant de vous écouter. Je voulais juste y aller d'un petit commentaire. Là, j'ai bien aimé que vous parliez de l'espèce de tiraillement qu'on a entre l'accès, d'une part, puis la continuité. Puis ça me faisait penser... moi, je suis obligée d'aller faire une journée GAP là, pour mon GMF, sinon on perd d'une subvention. Fait que là, je suis obligée de voir X nombre de patients GAP. On parlait tantôt que certains médecins voulaient en faire parce que c'était plus payant, mais moi, je veux pas plus d'argent. Là. Je veux une qualité de vie, mais je peux pas parce qu'il faut que j'aille faire du GAP. Je suis obligée. Fait que pendant que je vais aller faire ma journée GAP accès, pendant ce temps-là, je pourrais pas faire de continuité pour mes patients au bureau. Puis bref, tout ça illustre le fardeau qu'on a de suivre des patients malades avec des capacités limitées. Puis le défi aussi de l'affiliation, là, je ne pense pas que ça va être réglé. J'ai bien aimé que ça a été nommé tantôt. Ça ne va pas être réglé parce qu'on est affilié à une IPS plutôt qu'à un médecin de famille. Je pense qu'il faut vraiment repenser l'approche populationnelle, l'approche territoriale. Je trouve que c'est de la musique à mes oreilles que vous ayez insisté là-dessus. Puis pour moi, ce qui illustre le mieux actuellement cette approche populationnelle-là et ce partage équitable du fardeau, du suivi des malades chroniques, pour moi, c'est les soins à domicile. Puis je vais terminer sur ce dernier commentaire-là. Notre équipe de médecins au CLSC de Verdun, on est 15 médecins pour un équivalent temps plein. C'est comme si on était 3 médecins à temps plein. Puis on arrive à suivre 5000 patients lourdement malades à domicile. Pourquoi on y arrive? Pourquoi on est capable de faire ce travail-là extrêmement complexe et difficile? C'est parce qu'on a une armée de soignants en première ligne, 50 infirmières, 10 physio-TS. Puis la porte d'entrée, ce sont ces infirmières-là. Tout passe par l'armée des soins à domicile et nous, les médecins, on intervient lorsqu'on est pertinent seulement et on va faire de l'accompagnement, de la continuité de soins, c'est bien sûr. Mais c'est l'inverse en GMF. En GMF, on dirait que tout doit passer par moi puis j'y arrive pas. Fait que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant dans le modèle des soins à domicile qui peut peut-être nous guider dans notre réflexion sur comment on veut repenser les modèles de première ligne. Voilà. Ben, en fait, moi, j'aimerais juste abonder dans son sens en disant que dans la répartition des activités entre les professionnels de santé, en première ligne, les médecins doivent rester des spécialistes de soins complexes. Et c'est aux infirmières et à d'autres professionnels qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont capables très largement de répondre aux besoins des patients, de prendre en charge la majorité des soins. Toute la bobologie, les infirmières sont capables. Les médecins doivent rester là que pour une expertise pointue des cas complexes et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le projet dont je vous parlais tantôt, là, ça coûte 25 $ par patient. Est-ce qu'on a les moyens dans un système de santé de se passer de ça? Je ne pense pas. Allez-y, madame, merci. Donc, de Évelyne à Évelyne, on continue. Juste faire du pouce, par contre, moi, je travaille dans un CIUS. On entend beaucoup le C3S. À l'époque, c'était quoi? Oui, ça l'a changé, mais il y a encore cette responsabilité-là populationnelle. Nos équipes de première ligne, là, on parle beaucoup, malheureusement ou heureusement, mais de la première ligne médicale. Ça aurait été le fun d'entendre la première ligne dans une vision globale. Quand on parle de continuité de soins, pour moi, ça implique aussi les services sociaux. Et un partenaire communautaire a été mentionné brièvement, mais c'est quand même un acteur majeur avec lequel nos organisateurs communautaires, nos équipes de proximité santé publique dans les CIUS sont auprès des populations vulnérables au quotidien et ils sont à faire la médiation, si on veut, de l'accès à notre réseau de santé. Il ne faut juste pas l'oublier, cet aspect-là. Puis nos CIUS, avec le ministère, on développe plein d'initiatives ou quand je parlais ce matin d'arrimage, c'est là, je pense qu'on manque quelque chose. On a des gros silos médicaux, services sociaux, puis je ne suis pas certaine, je ne suis pas convaincue à nous écouter aujourd'hui qu'on utilise optimalement nos ressources déjà existantes. Les investissements en première ligne, il y en a eu. Peut-être pas du côté médical, mais il y en a eu en services sociaux dans les dernières années, suite à la commission Laurent, suite à plein de commissions, justement, qui ont eu lieu. Fait on dirait que ça serait le fun de profiter des initiatives qui sont en développement. Je pense à la trajectoire pédiatrique au niveau des suivis abécédaires. C'est un premier arrimage pas facile entre les GMF puis ce qui se fait en CLSC avec nos infirmières cliniciennes, mais parlons aussi de nos ergothérapeutes, nos orthophonistes. Quand on parle d'interdisciplinarité, on est là au quotidien. On est en train de développer des centres multiservices
qui vont offrir vaccination, prélèvement, dépistage à proximité de la population. On est en train de développer des services mobiles pour aller vraiment à rencontrer les gens là où ils ont vraiment besoin. Fait qu'il ne faut juste pas oublier cette possibilité-là d'innovation. Elle est présente, mais l'arrimage, encore une fois, entre nos CLSC qui sont... Dans nos CLSC, on a un centre de pédiatrie. Là, on n'est pas que des professionnels syndiqués avec des infirmières. Il y a comme toute une multitude d'expertises qui serait importante de joindre. Vous avez raison. Parfaitement raison. Monsieur Barrette. Mais en fait, je trouve ça drôle parce qu'on dichotomise CLSC puis GMF depuis tantôt. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais moi, je dichotomise pas comme ça parce qu'on a besoin des deux. Si j'entendais 3 médecins temps plein pour 50 professionnels, si tous les GMF seraient comme ça, on ne serait pas ici là, parce qu'il n'y aurait pas d'enjeu, mais ce n'est pas ça notre réalité. On n'a pas cette quantité de professionnels-là, d'abord de disponibles, d'être capable comme budget de faire ça pour chacun des GMF. Ça prend un équilibre entre les deux, puis on ne suit probablement pas les mêmes clientèles. Il va falloir s'assurer qu'on ne suit pas les clientèles en double, qu'on s'arrête mieux entre nous, mais pour de vrai, je ne pense pas qu'il faut dichotomiser un ou l'autre. Les deux ont leur place tout à fait. Puis, oui, il y a des médecins qui sont allés en CLSC, puis il y en a qui ne sont pas allés. Bien, certains ont des forces et des faiblesses. Bien, il faut juste utiliser ces forces et ces faiblesses-là de part et d'autre. Mais ce que j'entends, puis ce que je trouve positif aujourd'hui, c'est que dans tous les modèles, il n'y a pas de débat qui persiste, à savoir sur la collaboration interprofessionnelle. Le ratio de professionnels peut changer et c'est probablement en fonction de la lourdeur de la clientèle, mais c'est ça qu'il faut ajuster et qu'il faut arrimer, éviter qu'on fasse les choses en double, rediriger ceux qui ont le plus de besoins. Mais je pense vraiment qu'il faut voir comment on peut les faire travailler ensemble. La bonne nouvelle, je ne sais pas, je me suis absenté quelques moments, mais Dominique en a peut-être parlé, les CLSC, la gouvernance des CLSC a flotté un grand bout de temps. Là, elle est sous la direction de l'Organisation des services de première ligne. Ça tombe bien, on est à la même place. Fait que les chances, on est exactement en train de faire ce travail-là, d'arrimer, puis c'est comme ça qu'il faut le faire. Et on est très favorable au CLSC et au travail qui se fait en CLSC, mais on ne demandera peut-être pas au CLSC de faire du volume. C'est peut-être pas ça leur force. Puis je ne demanderai pas nécessairement de faire certaines activités en GMF dont ce n'est pas la force. Il faut peut-être juste travailler le plus intelligemment possible, puis les médecins et les autres professionnels éventuellement vont aller travailler où est-ce que ça leur plaît, où est-ce que ça correspond à leurs valeurs, à leur façon de travailler, puis ça tombe bien, ils vont être plus performants comme ça. Merci beaucoup. Il y a le modèle Archimède à Québec. Il y a des CLSC qui ont une accréditation GMF. On a une variété de GMF, GMFR selon une complémentarité d'objectifs. Puis il y a aussi des modèles innovants. Il y a un modèle, je vous invite fortement à aller le visiter, là, le modèle Archimède, qui était dans un désert médical à Québec où que toutes les cliniques étaient périphériques, dans le milieu très pauvre. Là, il y a eu une clinique qui est davantage des IPS avec des médecins, mais avec une manière de prise en charge orientée vers le bon professionnel, vraiment d'aller vers jusqu'où on peut aller dans notre scope, dans notre étendue de pratique. Là, tout à l'heure, Marie-Ève Poitras en a parlé. Et souvent, les professionnels, ils ne savent pas tout ce qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de leviers qu'on a déjà, les professionnels, puis d'aller le plus loin possible dans la prise en charge. Il y a un élément qui s'en vient, parce que c'est la 3e année en médecine familiale. Là, le Collège canadien des médecins de famille s'est prononcé. Puis là, il y a toute une discussion à travers le Canada. Ça s'en vient, pas l'année prochaine, mais vraiment, c'est en discussion, puis ça va arriver. La médecine est de plus en plus complexe, puis il va y avoir une 3e année. Fait que comment ça redistribue, dans qui fait quoi dans l'équipe, selon les différentes expertises. Puis je pense qu'il faut tout revoir et revisiter selon peut-être que le médecin de famille est peut-être maintenant un spécialiste peut-être pas pour tout le monde, surtout si on ajoute une 3e année. Jusqu'où les IPS, on n'a pas encore assez. Puis le Québec, on était en retard, mais on commence à rattraper le pas. Moi, j'ai été au Nouveau-Brunswick la semaine passée. C'est incroyable, les IPS qu'ils font. Ils font beaucoup plus que ce qu'on fait ici au Québec. Là. Je veux dire, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans les actes qu'on leur permet de faire et sur la SACAD. Mais il faut se féliciter, pharmaciens, physiothérapeutes. Pendant la COVID, on a étendu les champs de pratique. Là, c'était aux professionnels eux-mêmes à utiliser cette étendue de pratique parce que plusieurs ne le font pas. Le contexte aussi, hein? Puis on va jouer avec le nombre de médecins, vous en avez parlé, pénurie de ressources. Il n'y aura pas plus de médecins demain matin, il n'y aura pas plus de ressources demain matin. Fait que, bon, on parlait des ratios, mais je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a actuellement. Puis de là aussi, les entendre peut-être avec ce qui se passe, ce qu'il y a comme service sur le territoire. On parlait de physiothérapeutes, on parle de pharmaciens, les pharmaciens GMF, là, qui a été un super bon coup. Il y a des pharmaciens qui ont été embauchés,
On a fait des projets pilotes dans 5 GMF, où on a comme rehaussé à temps plein, bon, en s'assurant qu'il y ait des ententes de partenariat, des liens avec les pharmacies communautaires, tout ça. Puis on a fait l'exercice, si on dotait tous les GMF de pharmaciens à temps plein, bien, ça faisait 300 pharmaciens de plus, mais on peut pas, il n'y en a pas 300 de plus qu'on peut aller chercher. Donc, ben c'est ça, c'est au moins d'aller avec les ressources où elles sont, d'avoir des ententes de partenariat de cette façon-là. Puis, on a aussi le contexte dans les cliniques médicales, un GMF. Même si on rehausse les ressources, on les installe où, ces ressources-là? Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit. Donc, c'est tout de cette façon de revoir là aussi le réseautage qui peut se faire, télétravail aussi qui peut se faire à ce niveau-là. Donc, mais tu sais, je pense que le contexte, pénurie de médecins, manque de médecins ou manque de ressources, on peut pas le mettre sur le dos qu'on n'est pas capable de réaliser à cause de ces raisons-là. Il va falloir faire fi puis proposer des choses en conséquence. Merci beaucoup. J'en profite pour demander une question d'un participant qui est en web diffusion. Donc, je vous lis la question. Après 2004, beaucoup d'efforts ont été déployés pour faire vivre les concepts de réseau local de services et de projets cliniques. Mais les liens entre les GMF et les établissements publics sont demeurés limités. Selon vous, est-ce encore des bons concepts pour penser le rapprochement entre les organisations d'un même territoire? Donc, comment est-ce qu'on peut justement rapprocher ces différentes organisations? Est-ce souhaitable de réactiver ces concepts et comment aller plus loin? Peut-être, oui. Ça va en lien avec ce qu'on a mentionné tantôt, changement de paradigme d'inscription. On a parlé que bon, les médecins, les GMF, c'était par GMF. Donc, s'il va avec une inscription pour un territoire donné, bien, je pense qu'on met de l'avant puis on ouvre les portes pour pouvoir faire ce développement-là. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. On était vraiment GMF par GMF, puis on avait silo par silo. Donc, tout le monde était dans son petit monde, offrait ses services pour sa clientèle. Donc, je pense que si on y avait avec une nouvelle façon d'affiliation pour un territoire donné, bien, ça peut peut-être être une piste de solution. Ça serait bien de l'évaluer aussi avec des données. Mais en fait, c'est plus que jamais important avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques de consolider nos réseaux locaux de services puisque les GMF ou les CLSC ne peuvent pas tout seuls offrir l'ensemble, l'éventail complet, le portefeuille complet de soins ou de services qui vont des services curatifs, préventifs, mais également services sociaux, services pour la santé mentale. Ils ne peuvent pas, les GMF, couvrir tout ce portfolio de services. Et donc, on doit mettre en place des réseaux locaux de services pour que les patients, à travers tous les services qui sont disponibles sur leur territoire, puissent avoir tous les services dont ils ont besoin. Ça va être important de réfléchir ces réseaux-là avec ceux qui traversent tous ces silos-là, puis c'est les patients. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Carl David. Une question peut-être pour Dominique. Donc, on parle de pénurie de professionnels, même si on voudrait tout doter, tous les postes vacants. Donc, mes patients partenaires pourraient venir faciliter un petit peu à naviguer tout ça. Donc, là, on ne parle pas de professionnalisation de tout ça. On sait qu'au niveau de la direction santé mentale dépendance, le rôle de la proche aidance du patient partenaire est beaucoup plus intégré qu'au niveau de la première ligne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on demeure toujours dans des projets de recherche, des projets pilotes, puis que ça n'aboutit pas au niveau de l'organisation plus du réseau de la santé au ministère, à dire, bien, écoutez, on en parle à chaque fois, on invite des patients partenaires. Est-ce qu'on peut arriver à opérationnaliser, à intégrer, implanter un réseau de patients partenaires en première ligne? De sortir de cette chaire tu sais, je parle à Dr Antoine Boivin avec la chaire de recherche de partenariat, on a plein de chaires, plein de projets pilotes, mais on n'a jamais vu anciennement. On avait des patients partenaires avec différents, de l'enseignement, de l'accompagnement au niveau du comité. Donc, qu'est-ce qui fait que ça achoppe dans le concret à en avoir? Donc, on sait, on parle de coûts, ça coûte moins cher. Donc, en termes et de les reconnaître, les payer, essayer de les professionnaliser. Donc, oui, il faut un encadrement de tout ça, mais ça fait plusieurs années qu'on en parle. Bref. Donc, vous parlez dans la gouverne ou au niveau clinique ou les deux? Dans tout. Dans tout. Pour moi, c'est l'intégration. Ça revient à un concept qu'on dit souvent, le pilotitis. On est très bon à faire des projets pilotes, mais c'est beaucoup plus difficile de le mettre à l'échelle. Donc, on sait que ça marche, les patients partenaires, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça plus à l'étendue du système? C'est votre point. Je pense qu'il faut démystifier cette pratique-là de façon importante.
il y a des résistances régulières au niveau de... C'est pas vrai que des patients vont venir décider comment traiter mes patients. C'est pas vrai que des patients vont venir me dire comment gérer. C'est pas vrai que des patients vont embarquer dans mon équipe de recherche puis vont me dire quoi chercher. Il y a cette crainte-là de l'ingérence. Il y a les mauvaises expériences qu'il y a des fois, occasionnellement. Des patients partenaires qui ne sont pas à bonne place, ça existe, comme du monde qui ne sont pas à bonne place dans leur job. Puis, mais cette pratique-là est super méconnue. Elle suscite beaucoup de craintes. Puis, je pense que c'est à petits pas que ça va s'implanter avec des projets qui marchent, puis des exemples de ce qui marche. Je ne vois pas d'autre chose parce que pour en parler régulièrement, être impliqué dans différentes pratiques, à un moment donné, j'ai un chercheur qui m'a appelé pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je marque dans mon formulaire pour ne pas avoir besoin de patients partenaires. Puis, en jasant ensemble, je dis, ben là, attends, c'est moi ta patiente partenaire parce que telle affaire. Puis, je l'ai amené à regarder les affaires d'une autre façon. Puis, au départ, c'est un chercheur fondamentaliste. Il ne voulait rien savoir des patients partenaires, mais aujourd'hui, il ne travaillerait pas autrement. Puis, ce n'est pas parce que c'est moi. Il y en a plein des patients partenaires qui font un job génial, mais c'est peu connu, puis ça fait peur. Et la perspective au ministère, aux décideurs, plus en haut? Bon, on est en même place. C'est un changement de culture, ça s'est fait, mais oui, votre point est excellent, puis oui, on devrait en avoir plus. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer de façon plus concrète? Si on révise le programme GMF, là, on ne parle pas de patients partenaires dans le programme GMF actuellement. Est-ce qu'il faut l'intégrer carrément sur papier puis que ça fasse partie? Ben oui, probablement. Si on exige ce genre de choses-là, ben oui, je pense qu'on est là. Je regarde le centre de recherche où je suis impliquée. Les patients partenaires ont demandé à ce que dans les concours internes, il y ait un critère de sélection sur le partenariat patient. Ça oblige, entre guillemets. Si tu veux avoir les 10 points qui sont associés à ça puis qui vont te donner accès à ton financement, bien, il faut que tu fasses l'effort au moins d'y réfléchir. Tu n'es même pas obligé d'en avoir un, tu es obligé d'y réfléchir puis de mentionner ta réflexion. C'est comme ça que mon chercheur qui ne voulait rien savoir m'a appelé. Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive pour pas d'en avoir besoin? Mais, tu sais, c'est correct. Il y a un pas à franchir. Il faut se familiariser avec ça. Il faut voir ce que c'est pas, puis déconstruire les mythes qu'il y a autour de ça. Puis c'est correct. Ça fait partie de la game, puis il faut commencer avec des petits succès, puis ça va prendre sa place à un moment donné quand il va y avoir assez de monde qui vont y avoir goûté, puis qui vont dire « Aïe, aïe, ouais, ça a du bon sens », puis « Ah non, ça vient pas, ça menace pas mes affaires à moi », puis c'est juste win-win. Dans ce temps-là, généralement, les affaires fonctionnent, mais là, on n'est pas là. Juste peut-être, pour terminer, sur certains comités au ministère, il y a des patients partenaires. Donc, Catherine siège avec moi en amélioration continue, puis elle est fort agréable en passant. Fait que c'est vrai que quand il a goûté, c'est parfait. Un dernier mot rapidement, Roxane, si tu voulais intervenir? Bien, en fait, je voulais juste dire, là, je ne veux pas répondre pour le ministère, mais il y a quand même un cadre qui a été développé, là, je ne me rappelle pas le terme exact avec un document qui est disponible sur le site web du ministère dans 2017, 2018, 2019, je ne me rappelle plus, qui propose en fait un cadre pour tous les établissements de santé pour impliquer des patients non seulement dans les soins, mais également dans la gouvernance des établissements de santé, dans les DKP, etc. Donc après, sur la mise en application, je ne suis pas capable de le dire, mais il y a quand même, le ministère a montré une volonté d'implanter ça. Absolument, sauf que dans les établissements de santé, il est interdit de payer les patients partenaires, d'accorder quelque compensation que ce soit. Sauf que, puis ça va si c'est une implication hyper ponctuelle où on demande un avis à quelqu'un que ça demande une demi-heure, 1 heure, mais quand il y a des livrables à produire, quand on demande aux gens de s'impliquer dans des équipes puis de co-construire des choses, et c'est là que c'est le plus payant pour le système, bien, il faut compenser ces personnes-là. C'est sûr. Alors, on est déjà arrivé à la fin. Je vais me permettre un 30 secondes de synthèse et ensuite, on aura notre pause. Donc, si on essaie de voir vraiment ce qui ressort comme consensus avec cet excellent panel qu'on a vu,
de repenser que ça ne sera jamais assez de travailler à l'intérieur d'un GMF, à l'intérieur des CLSC, qu'il faut favoriser cette complémentarité, d'avoir une inscription plus large que d'une clinique, puis d'aller vers une approche plus territoriale, avec une imputabilité collective, puis contextualiser le modèle idéal, mais au contexte du terrain et devoir vraiment adapter le modèle aux besoins organisationnels et de la population. On a parlé aussi de partage équitable dans la prise en charge, de voir ça plus large, pas juste de penser aux services de santé, mais vraiment ramener le côté des services sociaux aussi, puis faire un partenariat communautaire pour répondre aux deux volets. On a aussi parlé de l'étendue de la pratique et comment est-ce qu'on peut vraiment avoir des gains en allant jusqu'au maximum des potentiels des champs de pratique, des pharmaciens, infirmières, etc. Revenir à cette idée de réseau local de services territorial et, à la fin, l'importance de l'implication patient-partenaire, puis de vraiment essayer de faire tomber les barrières qui freinent à l'implication plus large de cette ressource extrêmement importante. Alors, merci à tous les panélistes pour votre expertise et vos perspectives cet après-midi.